Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du Lab, une émission proposée par le Lab de la Sécurité sociale porté par Lucans. Je suis Thérèse Masquelier, responsable du Lab de la Sécurité sociale et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Isabelle Gir, responsable de la prospective de l'APEC. Bonjour Isabelle. Nous allons passer cette heure ensemble autour d'une étude pilotée par Isabelle qui s'appelle « Travailler demain, quel futur se dessine ?» Donc, vous l'avez compris, une étude prospective qui, à la faveur de la lecture d'énormément de documentation, rapports, publications académiques, etc., va décortiquer le sujet travail. Isabelle nous présentera les résultats de ces travaux autour de 4 grands chocs et va nous détailler ce qu'elle a pu en tirer. Et alors nous, au Lab de la Sécurité sociale, nous sommes très intéressés par les résultats de ces travaux puisque nous lançons dès la semaine prochaine le projet phare du Lab de la Sécurité sociale qui est le défi du Lab. Cette année, année des 80 ans de la Sécurité sociale, notre défi est « Imaginons la Sécurité sociale de 2045 ». En 2045, la Sécurité sociale aura 100 ans. Et donc, les travaux d'Isabelle Gir nous intéressent grandement puisque nous allons pouvoir nous en inspirer pour se projeter dans cet avenir de 2045, l'objectif étant d'imaginer des futurs désirables, souhaitables pour la sécurité sociale lorsqu'elle aura 100 ans. Nous allons donc démarrer directement dans le vif du sujet. Je vous signale qu'en fin d'émission, nous vous adresserons un questionnaire de satisfaction. C'est important pour nous de recevoir vos réponses et vos retours sur cette émission afin de nous améliorer. Allons-y directement dans le vif du sujet pour cette première séquence qui concerne donc le contexte de l'élaboration des travaux. Donc Isabelle, quand on parle de prospective, on imagine souvent des idées peut-être un petit peu hors sol, déconnectées de la réalité, éloignées peut-être un peu du réel. Pourtant, vous avez utilisé vraiment une méthodologie de prospective vraiment pour réaliser vos travaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine de cette démarche? Pourquoi vous avez effectué tout ce travail? Pourquoi vous avez choisi la méthodologie que vous avez empruntée? Et comment est-ce que ça s'aligne vraiment avec vos missions dans la stratégie de l'APEC? Tout à fait, merci Thérèse. Effectivement, l'APEC a lancé ce travail de prospective fin 2021, début 2022, à l'initiative de son conseil d'administration qui nous avait demandé pour un séminaire de gouvernance d'apporter des travaux autour de ce que pourrait être le travail en 2030. Et effectivement, on s'est plutôt intéressé à cet objet social, sociétal qui est le travail, même si l'APEC, on est plutôt l'association pour l'emploi des cadres. Oui. Donc on parle relativement peu emploi, un petit peu métier, mais surtout de l'objet du travail et d'essayer de regarder quelles seraient les tendances, les signaux forts, les signaux faibles, les mutations que cet objet pourrait connaître dans les années à venir. Effectivement, on s'est appuyé sur toute la littérature qu'on a pu trouver. Donc on a lu à peu près 500-600 sources très diverses. Vous l'avez dit, c'est académique, de l'INSEE, de CEREC, du CREDOC, de la Fondation Jean Jaurès, l'Institut Montaigne, des sondages, des livres, des expertises, des gens qui avaient déjà travaillé sur cet objet sociétal pour essayer d'en tirer des fils à gauche, à droite et regarder finalement quelles seraient dans la littérature, quelles sont les grandes tendances qui se dessinaient, celles qui se confrontaient ou celles qui allaient plutôt dans des signaux convergents, voire divergents. Donc c'est comme ça qu'on a sorti des grands signaux forts et quelques signaux faibles. Et c'est ce qui nous a amené à mettre en avant 15 tendances. Donc nous avons choisi 15 tendances dont on pense qu'elles vont avoir un impact à court ou moyen terme sur le travail. D'accord. Et donc, j'entends moi que cette étude, enfin ces travaux en tout cas, résonnent avec votre mission de service public à l'APEC, qui est d'éclairer finalement le marché, etc. Et donc, ça rentre en ligne droite de vos missions. Tout à fait, tout à fait. C'est dans l'ADN de l'APEC, la prospective. C'est effectivement dans notre 3e mission de service public, éclairer le marché des cadres, y compris de façon prospective. Et c'est aussi dans la raison d'être de l'APEC. Effectivement, la prospective est aussi dans cette raison d'être pour amener finalement nos publics, que ce soit des cadres, que ce soit des jeunes diplômés, que ce soit des recruteurs, à pouvoir anticiper, à pouvoir réfléchir à ces changements et à ces mutations et pouvoir, dans la mesure du possible,
se préparer à ces changements. Alors c'est aussi la raison pour laquelle on s'est posé à 2030. On aurait pu effectivement être très dystopique, très utopique, dans des études par exemple qui nous amènent en 2040 ou en 2050, qui sont très sérieuses. L'ADEME fait beaucoup d'études prospectives à plus long terme. Nous, on a voulu se positionner à 5-7 ans, parce qu'on dit 2030, c'est plutôt les années 30, pour justement amener à réfléchir en disant le changement à mettre et la transformation à proposer, elle est quand même quasiment demain. Elle n'est pas après-demain, 2040-2050, mais elle est quand même à changer dès maintenant. On a encore une marge de manœuvre sur certains éléments. Vous allez voir que dans les tendances, il y en a certaines qui sont très lourdes et qui sont difficilement réversibles, mais on peut effectivement peut-être encore agir. Oui, d'accord. Et donc, en fait, très concrètement, on va rentrer ensuite dans le détail des travaux, mais donc lorsqu'on envisage ces chocs que vous allez nous présenter, finalement, cette échéance 2030, elle est assez proche pour qu'on se sente directement concerné en tant que travailleur ou acteur du monde du travail, et en même temps assez lointaine pour qu'on arrive à anticiper des choses, comme vous le disiez finalement. C'est ça la raison du choix de cette échéance. C'est ça, tout à fait. C'est vraiment permettre de conscientiser aussi des changements, parce que quand on parle par exemple de choc, on parle de l'écologie. Alors aujourd'hui il fait très chaud, on va voir qu'effectivement le changement climatique on le vit assez fortement par exemple aujourd'hui, mais c'est aussi de se dire que ces changements, même si certains auront des conséquences encore un peu plus lointaines, ils sont déjà à l'œuvre. L'ensemble de ces tendances sont déjà à l'œuvre. C'est pour ça que dans ce travail de prospective et aussi dans la scénarisation de ce travail qu'on a fait, puisqu'on en a monté une exposition qui est au siège de l'APEC et une version qui est itinérante dans les régions, pour montrer effectivement qu'on a encore une capacité à agir sur ces tendances et qu'il faut se préparer à certains changements qui sont assez majeurs. D'accord. Donc, vous nous dites qu'effectivement, vous avez démarré des travaux en 2021-2022. Aujourd'hui, il y a déjà une actualisation qui a été réalisée sur ces travaux. Alors, ça veut dire que d'un point de vue méthodologique, en tout cas, vous allez continuer à étudier là ces 15 tendances, ces 4 chocs, pour voir comment est-ce qu'ils évoluent et si ce sont toujours... Est-ce que les signaux faibles restent signaux faibles? Est-ce que les tendances plus lourdes restent aussi importantes? C'est vraiment votre plan de travail pour l'avenir, là, oui. Pour l'instant, sur ce sujet. Tout à fait. On continue à étudier. D'abord, parce qu'il y a des choses qui changent. Parfois, les changements de vie. Alors, le monde s'accélère aussi dans beaucoup d'aspects. On continue à regarder, par exemple, sur l'impact de l'intelligence artificielle, entre autres de l'IA générative, parce que là, il y a beaucoup de travaux, il y a énormément de littérature sur ce sujet. On regarde si, effectivement, ces mutations, elles s'accélèrent ou, au contraire, elles s'éteignent, s'il y en a d'autres qui naissent, mais si elles mutent aussi. Et le travail de prospective, il s'arrête pas là, en fait, à cet état de fait, puisque c'est déjà la 3e ou 4e version de ce travail de prospective. On avait déjà des tendances qu'on avait mis en exergue, qu'on a ôtées, parce qu'effectivement, elles n'avaient pas forcément un impact aussi important, ou elles n'avaient pas une prospective qui nous paraissait plus pertinente. Et donc, on continue à regarder des tendances, des publics, des choses qui vont peut-être émerger, des signaux un peu plus faibles aujourd'hui, certains dont on parlera tout à l'heure quand on parle de la transformation du travail. On va voir si effectivement ils prennent de l'ampleur dans le temps. Donc oui, c'est l'avantage de la prospective, c'est qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Il se passe toujours quelque chose, et c'est ce qui rend aussi ce travail et ces travaux de prospective aussi passionnants. Oui, un travail de fourmi finalement pour aller repérer tout ce qui se passe et puis essayer de classer finalement toutes ces informations. Je vous propose qu'on rentre directement dans le détail des contenus de votre étude. Donc, vous nous dites avoir classé ces tendances en 4 grands chocs. Le choc démographique, dans l'ordre, écologique, numérique et le travail transformé. Alors, pourquoi est-ce que vous avez travaillé de cette façon et pourquoi vous avez choisi le mot choc ? Alors, c'est volontairement qu'on a choisi le mot choc. Alors, on s'est beaucoup interrogé quand on a monté nos travaux. On hésitait avec enjeu, mais on trouvait que le mot enjeu n'était pas suffisamment fort et suffisamment marquant, et qu'on voulait vraiment insister sur l'ampleur de certaines des tendances qu'on notait à l'intérieur. Alors vous allez voir que certaines sont très massives, d'autres sont un petit peu moins importantes, en tout cas moins marquantes aujourd'hui et moins influençantes dans les entreprises. Mais on a voulu effectivement marquer des éléments imposants, et certains qui vont s'imposer aussi aux entreprises, et certains qu'on n'a pas forcément regardés un peu en face,
dont on a un peu détourné les yeux, et parce que aussi l'actualité, parce que voilà, les choses font... voilà. Il y a un contexte aussi géopolitique qui vient aussi aujourd'hui un petit peu, alors pas du tout nuancer l'ensemble des tendances parce qu'elles sont toutes complètement à l'œuvre aujourd'hui, mais on s'aperçoit que certaines sont un petit peu mises en sourdine, et en tout cas le contexte un petit peu d'incertitude, de guerre, de contexte aux États-Unis, et puis de toutes les interdictions que les États-Unis ont mis, effectivement, amène certains sujets non pas à régresser, mais en tout cas à les regarder aujourd'hui aussi au prisme de ce contexte géopolitique un petit peu particulier qu'on connaît depuis maintenant 6-8 mois. Et qui va très vite. Et qui bouge tous les jours, oui. Très bien. Et donc, j'entends aussi peut-être dans le mot choc cette notion d'impact mentalement. Je me représente le travail qui est impacté par ces 4 chocs et qui peut être transformé, déformé, ou en tout cas qui peut évoluer à la faveur de ces changements. Eh bien, démarrons avec le premier choc, donc le choc démographique. Alors, en quoi est-ce qu'il consiste ? Quel périmètre vous lui avez donné, ou en tout cas vous lui avez trouvé, en tout cas, et pourquoi est-ce que c'est un choc pour l'objet travail ? Alors, c'est souvent un impensé de la société, la démographie. Alors, on en entend beaucoup parler, on lit dans la presse que la France vieillit, que la natalité baisse, on l'a beaucoup lu. Ce qu'on ne voit pas forcément sont les conséquences de ce vieillissement de la population et cette baisse de la natalité sur les entreprises et sur les organisations. Nous sommes dans un pays vieillissant, nous ne sommes pas les seuls, mais en France en tout cas, on connaît un vieillissement massif de la population par la génération du baby-boom, la génération de la fin de la Seconde Guerre mondiale, extrêmement nombreuse en nombre après la guerre, et qui aujourd'hui est une population qui s'achemine vers le 3e, 4e, 5e âge, et qui, avec les progrès de la médecine, et tant mieux, nous vieillissons de plus en plus tardivement. L'âge de la vie aussi en bonne santé recule aussi, même si on voit quand même apparaître des maladies à un moment. En tout cas, et avec l'allongement de la durée de travail, on voit effectivement du coup une mutation de la société. Et cette mutation de la société, elle va venir effectivement impacter les entreprises parce qu'elles vont d'abord se retrouver dans un premier temps avec une population plus âgée dans les entreprises, plus âgée dans la société, mais aussi plus âgée dans les entreprises. À 2035, un Français sur 3 aura plus de 60 ans. Donc on est dans une société qui va être particulière. Ce qu'on n'a pas vu sociétalement dans ce vieillissement de la société, c'est l'impact d'un premier secteur d'activité qui est le métier du soin, du service à la personne, les métiers du care. Nous ne sommes pas aujourd'hui en capacité d'accueillir cette masse de personnes vieillissantes, ni dans des structures, ni dans l'accompagnement à domicile de ces personnes. On manque de 250 000 équivalents temps plein pour accompagner l'autonomie, le maintien à domicile des personnes de plus en plus vieillissantes. Et comme on n'a pas de structure, il va bien falloir faire effectivement un maintien à domicile. Aussi, les populations qui aujourd'hui exercent ce métier, c'est aussi une population vieillissante, donc c'est une population qui va aussi partir à la retraite, très peu de relève derrière, pas dans des métiers qui sont attractifs aujourd'hui pour des jeunes générations, donc on va se retrouver à un moment ou à un autre avec une difficulté à accompagner ces publics-là, ces entreprises-là, et donc potentiellement aussi un impact sur les populations précédentes. Donc ça veut dire des générations qui vont aussi rentrer dans l'aidance massivement. Et l'aidance, elle va avoir un impact aussi sur la vie professionnelle. Donc on voit que le vieillissement de la population sociétalement va avoir déjà un premier impact sur les entreprises. Et puis on a un corollaire au vieillissement de la population, c'est celui de la baisse de la natalité. Alors c'est un phénomène qui est totalement mondial. Le monde vieillit, et pas qu'en France. Alors en France, on est même plutôt pas trop mal doté, puisqu'on est à 1,6, 1,56 enfants par femme à peu près. On est au-dessus de la moyenne européenne. L'Allemagne doit être à 1,15 aujourd'hui. L'Italie et l'Espagne sont aussi très en deçà de ce chiffre. Il faut savoir qu'il faut 2 enfants pour renouveler des générations. Mais si on prend globalement sur une planisphère toute la bande d'Asie, Asie du Sud-Est, Chine, URSS, Moyen-Orient, Europe de l'Ouest, Europe de l'Est et jusqu'aux États-Unis, toute cette bande en fait au nord du tropique, en fait toute cette population-là a une baisse de la natalité. Il y a un peu plus de natalité en dessous et on trouve beaucoup sur l'Afrique subsaharienne, mais on est aussi sur un taux qui commence à baisser pour plusieurs raisons, mais sur toute la partie
occidental, dit pays développés, effectivement, on a cette baisse. C'est très marqué en Asie. Le Japon est à 1,15 aussi enfants par femme, un taux qui baisse. Et puis on sait qu'effectivement le Japon, c'est aussi un pays dans lequel on vieillit massivement. C'est un pays qui a plutôt déjà un pays centenaire. En France, on a 30 000 centenaires aujourd'hui. À l'horizon 2050, on en annonce plus de 200 000. Donc vous voyez l'impact que ça va avoir sur la société et sur les personnes qui vont aider. La Chine se retrouve dans la même situation. On a toujours connu la Chine avec une population extrêmement nombreuse qui a amené à la politique de l'enfant unique. Aujourd'hui, la Chine, elle prône plutôt 3 enfants par famille. Le divorce est interdit. Le Japon fait des applis avec de l'intelligence artificielle pour faire se rencontrer les hommes et les femmes pour monter la démographie. Mais malheureusement, la population continue à diminuer. Donc il y a plein de facteurs aussi qui expliquent ça. Il y a une montée du travail chez les femmes, beaucoup aussi au Japon. Donc comme il n'y a pas de structure d'accueil d'enfants en bas âge, elles travaillent, elles accèdent à l'emploi, donc vraiment moins d'enfants. La Chine, on a une problématique aussi d'eugénisme. Beaucoup plus d'hommes, moins de femmes, ça devient plus compliqué. Dans d'autres pays aussi, on voit une problématique aussi face à un autre phénomène qui est celui de l'urbanisation, alors qu'il n'y a pas une tendance en tant que telle qu'on étudie, mais qui vient quand même en transversale de l'ensemble de ces tendances. Quand on va créer des mégalopoles en Inde, en Afrique aussi beaucoup, on sait que ce sont des aspirateurs de talent, donc forcément l'emploi vient sur ces villes. Quand on est dans une ville, on a moins de mètres carrés, donc effectivement, du coup, ça engendre aussi une baisse de la natalité. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, ça met en perspective finalement vos travaux qui sont centrés sur la situation de la France, puisque c'est votre terrain de jeu, si je puis dire. Mais voilà, ça met en perspective ces travaux-là avec des tendances mondiales. Ça permet de faire des comparaisons, etc. Moi, je voulais quand même vous demander, toujours sur ce choc démographique, comment est-ce que l'APEC elle-même s'empare de ces enseignements dans l'accompagnement des entreprises, des recruteurs et des cadres. Est-ce que ce sont, alors c'est valable pour le choc démographique, mais certainement pour les autres, est-ce que ce sont du coup des informations qui vont, rentrer dans votre offre de service, des choses qui sont prises en compte, pour vous, parce que ces travaux, ils sont publics et vous en faites la promotion et merci d'être là aujourd'hui. Mais dans l'émission de l'APEC, comment est-ce que ça comment ça s'incarne et est-ce que ça vient irriguer aussi la stratégie purement de l'APEC? Alors, ça vient irriguer beaucoup dans notre réseau de consultants, dans les 600 consultants à Paris et en région qui sont à l'APEC et qui accompagnent au quotidien des cadres, des recruteurs et des jeunes diplômés. Ça met en perspective effectivement du coup les tendances de l'emploi et ça met en perspective pour des personnes qui viennent nous voir, qui ont une difficulté, qui veulent se reconvertir, qui veulent faire un point sur leur carrière, qui veulent savoir quels sont les métiers dans lesquels demain il va falloir aller travailler pour être sûr d'avoir un emploi, puisqu'on fait la différence entre travail et emploi. Du coup, ça irrigue en disant les secteurs d'activité qui vont recruter demain, c'est plutôt ceux-là. On s'est beaucoup inspiré des travaux de la DARES et de France Stratégie pour justement mettre aussi en exergue les métiers qui vont recruter demain. Et donc, ça accompagne nos consultants dans le conseil quotidien qu'ils font auprès de nos publics pour les amener à se projeter aussi dans l'avenir et pouvoir dessiner leur carrière dans un avenir à 5 ou 8 ans devant eux et pouvoir effectivement aller dans des secteurs qui vont être porteurs demain. Et sur la démographie, ça accompagne aussi beaucoup sur les recruteurs puisque comme on a une pyramide qui était une pyramide à la base, avec une base très large et un haut plutôt pointu, elle était plutôt en train de ressembler en ce moment à un ballon de rugby. Donc la base est plutôt haut et le milieu s'arrondit et on s'arrondit vers le haut. Ça veut dire aussi que dans les organisations, dans les entreprises, on va avoir moins de jeunes diplômés sur le marché. Puisque moins de natalité, moins de jeunes qui rentrent dans le système scolaire, donc forcément moins de diplômés qui sortent. Donc ça veut dire que demain, les entreprises vont devoir se poser la question de comment recruter dans un marché qui va avoir bougé, dans une pyramide où finalement les 20-60 ans, qui est la population la plus recherchée par les entreprises, elle va aussi diminuer. Et parce qu'aussi, on a un allongement de la durée de travail, puisque on a un travail à 64 ans aujourd'hui en France, 67 à taux plein. Le Danemark vient de remonter l'âge de la retraite à 70 ans. La Chine à 80, un petit peu de marge. Mais du coup, ça veut dire que dans les entreprises, et ça c'est et pour les cadres et pour les recruteurs, c'est une donnée à prendre en compte, puisqu'on va se retrouver avec sociétalement une population qui jusqu'à présent n'existait pas dans les entreprises, ou très peu. Parce qu'on avait plutôt, avec des aménagements, plutôt un départ à la retraite dans les 60-61 ans. Donc on va avoir un allongement, on va avoir donc un vieillissement dans les entreprises, c'est pas neutre pour les organisations.
population qu'on ne connaît pas, mais c'est la génération des X, hein. C'est la fin des boomers, c'est les X, c'est une population très engagée, très impliquée, plutôt dégager des obligations personnelles, les enfants sont partis, les enfants sont grands, mais comme on le disait, une population qui va rentrer dans les danses, oui. Une population qui a besoin de se former, qui a envie de se reconvertir. Quand on sait aujourd'hui qu'une compétence, elle est valable moins de 2 ans, comparativement aux années précédentes, donc, mais qui est plutôt malmenée en termes de formation. C'est une génération qui est plutôt moins de 30% de formation, alors qu'on est plutôt à 40-45% chez les moins de 35 ans. Et puis, il va y avoir un vieillissement dans l'entreprise. Hein, donc ça veut dire dynamique qui change. Ça veut dire aussi éventuellement un aménagement des postes de travail, un aménagement du travail, un aménagement de voir les choses différemment. Mais c'est une super génération qui est très malmenée aussi en France. On est classé 61e pays sur 68 qui a le plus de préjugés envers les seniors. Et quand on voit toutes les initiatives qui sont prises par le Club Landois, par le ministère du Travail pour justement redorer le blason des seniors, on a encore un peu de travail en mentalité à faire en France, mais de toute façon, statistiquement, démographiquement, demain, il y aura de toute façon, c'est un fait, plus de personnes de plus de 60 ans que moins de personnes de 25 ans qui vont rentrer dans les entreprises. Il va falloir l'anticiper, il va falloir le réfléchir. D'accord. Et donc, l'APEC accompagne ça et s'empare de ces travaux. Je vous propose de passer au deuxième choc dans vos travaux. Il s'agit du choc écologique, de l'impact du changement climatique et de ses conséquences économiques et sociales. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et comment est-ce que ça va venir impacter, encore une fois, l'objet travail? Alors, on a mis en exergue plusieurs tendances dans l'aspect écologique des choses, même si là aussi, je mets un petit bémol en ce moment, puisque les dernières études sur lesquelles on est en train de travailler montrent plutôt qu'on est plutôt dans une récession écologique en ce moment, parce que le contexte géopolitique, parce que le contexte de guerre, parce que le complexe des défis aussi vont plutôt mener les investissements vers de la défense, de l'armement, et du coup l'écologie est un petit peu en train de passer au second plan, même si les entreprises sont déjà très investies dans la décarbonation, dans les métiers sales, reconvertir les métiers sales, etc. C'est le deuxième secteur d'activité devrait le plus recruter à l'horizon 2030, sous réserve bémol de cette récession écologique, parce on est en train de la constater, on va voir comment elle impacte aussi demain l'emploi et le travail. Il y a un élément quand même qui est extrêmement important, c'est travailler demain qu'une planète à plus de degrés. On l'a lu cette semaine dans la presse, un conseil de scientifiques qui ont dit qu'il va falloir essayer de limiter le réchauffement à 1,5, mais on sait que ça va être très compliqué. On est un des pays qui nous réchauffons le plus par notre situation géographique, donc on est déjà à 1,5. Si on dépasse les 2 degrés demain, ça a des conséquences énormes. Alors j'ai toujours tendance à dire que je mets toujours un peu de mauvaise ambiance, mais si on continue sur cette lancée, pour les organisations c'est pas neutre. Marseille en 2050 aura le climat d'Alger, Lille aura le climat de Lyon. Ça veut dire, première conséquence, c'est comment je travaille demain avec une partie de mes collaborateurs qui travaillent dehors, ce qu'on appelle les cols humides, versus les cols secs, ceux qui seront à la climatisation. Sachant que la clim a un impact aussi sur l'énergie et sur le réchauffement climatique. Comment vivre dans une entreprise et comment faire travailler les collaborateurs quand on sait qu'à partir de 30-35 degrés, l'INRS, qui est l'Institut national pour la recherche sur la santé et la sécurité au travail, dit que ça commence à avoir une conséquence sur le corps et sur la santé. Or, une entreprise dont sa relation contractuelle avec une entreprise, elle est censée maintenir la santé et la sécurité. Notamment des salariés qui ont pris en âge, puisqu'on l'a vu sur le premier choc. Exactement. Et aussi avec une population vieillissante, vous avez tout à fait raison. Ça veut dire du coup demain organiser le travail différemment. Il y a un très bon documentaire sur Arte qui s'appelle Trop chaud pour travailler, qui est un documentariste français, Michael Lefrançois, qui est allé regarder dans certains pays comment déjà il y avait une adaptation du travail dans des pays qui avaient déjà une température extrêmement importante. Il est allé à Dubaï, il est allé aux États-Unis, il est venu en France aussi. Ça va demander aux entreprises d'aller regarder les conditions de travail des collaborateurs dehors versus ceux qui sont dedans, mais ça impacte aussi le travail hybride, puisque quand un collaborateur travaille chez lui et qui commence à faire déjà 30 ou 35 degrés à l'intérieur d'un appartement, mais on a incidence, parce que cette incidence, on travaille moins bien, on travaille moins vite quand il fait chaud. On pourrait perdre un peu plus de 2% de PIB, un nombre d'heures extrêmement importante
à l'horizon 2030 du fait de cette température qui va être excessive. Et on sait que les périodes de canicule, elles vont être beaucoup plus importantes en durée, en température, et elles vont se répéter. Donc on voit déjà qu'elles se décalent un petit peu, on commence à connaître, on voit aujourd'hui il fait extrêmement chaud. Aujourd'hui, on va avoir extrêmement d'orage aussi ce soir sur une grosse partie de la France. On sait que ce changement climatique, il est en train de s'accélérer. Il y a la chaleur d'un côté, donc accompagner des collaborateurs qui vont travailler avec cette chaleur. Et il y a aussi les incidences d'orage, de pluie, de perturbations de la mobilité. Londres, quand la ville de Londres a créé son système urbain, c'était il y a 2 siècles, dit à Londres, il ne fera jamais plus de 27 degrés. Hein. Bon, bah, l'été, il fait 40. Les rails en acier, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils subissent ce changement climatique, donc ça veut dire que du coup, ils bougent, donc il n'y a plus de système de mobilité. Comment j'organise le travail de mon entreprise quand mes collaborateurs ne peuvent pas venir sur le siège? Ou s'ils viennent, ils viennent à la clim. S'ils ne peuvent pas travailler chez eux parce qu'il fait trop chaud. Comment on crée des endroits dans lesquels un collaborateur puisse aller travailler en sécurité, conformément au contrat de travail. Comment on s'organise dans les horaires de travail. Donc ça veut dire aussi un travail de dialogue social, changer les horaires de travail, faire venir plus tôt, faire venir travailler de nuit. Dubaï, par exemple, dans le documentaire de Michael Lefrançois, a mis en place, alors on est dans une situation très extrême, hein, le travail est interdit au-delà de 50 degrés. Donc on n'en est pas là, mais en tout cas, ils ont mis en place un système de drapeaux, avec des drapeaux noirs, on n'a plus le droit de travailler, mais aussi un ressenti, une température, le vent, etc., qui module aussi la température ressentie, sous l'impact aussi des métiers qui peuvent être aussi soumis à du management algorithmique. Les chauffeurs-livreurs, par exemple, qui doivent livrer 200 colis par jour dans des camions qui ne sont pas climatisés. Je roule les portes ouvertes pour aller beaucoup plus vite. Mon corps se met en mouvement, mon cerveau, mon cœur se met à accélérer. Et on voit dans son documentaire des livreurs qui tombent comme des mouches avec de syncope parce qu'en fait, je ne peux pas travailler dans l'accélération du travail et aussi sous l'impact de la chaleur et du changement global climatique. Ça, c'est le premier impact. Et ce corollaire à ça, c'est qu'on a voulu aussi mettre en avant l'impact du numérique sur le changement climatique aussi. D'accord. Alors, on l'a mis un peu en équation insoluble avec un point d'interrogation. Est-ce que ça va nous précipiter dans le changement climatique ou est-ce que ça peut nous aider? En tout cas, on a voulu aussi montrer que tous nos usages numériques professionnels avaient quasiment tous un impact aussi. On ne se rend pas forcément compte quand on a tous un ordinateur, 1 ou 2 téléphones, plein d'objets connectés dans notre entreprise, toutes les caméras ici, la lumière, etc. Tout ça, ça a un impact aussi sur le climat, sur l'énergie, sur la consommation énergétique. Et c'est aussi des questions que les entreprises, pour beaucoup dans leur engagement TR2E, elles se sont posées la question, mais il va y avoir aussi une accélération par rapport à ça. C'est la question de l'énergie aussi, donc de la survie aussi des entreprises avec un maintien de l'énergie. Et paradoxalement, le premier pays aujourd'hui au monde qui vient de baisser sa consommation énergétique, c'est la Chine. Et c'est pas forcément le pays auquel on s'attendait. Eh bien, très bien, merci pour cette explication sur le second choc. Et alors, je vous propose qu'on passe au troisième choc, qui est le choc numérique, technologique. J'imagine qu'on va parler d'IA, mais pas que. Mais pas que. Alors, bien évidemment, la première tendance qu'on a mis en avant et qui effectivement est celle qui vient vraiment disrupter le travail aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Alors, c'est pas nouveau, l'intelligence artificielle. Hein. Le mot, il date de 1956. C'est une technologie qui a connu des hivers scientifiques. C'est-à-dire, je bois un petit peu parce que je suis très bavarde. Pas forcément d'appétence dans les milieux techniques, pas forcément non plus les capacités de calcul, mais ça s'est quand même développé dans l'industrie. On a tous pris, par contre, on a tous eu une espèce de TGV qui nous est passé dessus il y a 2 ans et demi, 3 ans, qui s'appelle ChatGPT. Et avec tous les autres systèmes d'intelligence artificielle générative qui nous sont arrivés dessus. C'est la première révolution technologique qui vient impacter et disrupter le travail intellectuel, alors que toutes les révolutions précédentes impactaient le travail manuel. Et la différence et le vrai changement de l'intelligence artificielle générative, c'est cette disruption. Ça va automatiser un certain nombre de tâches dans plein de métiers. Quasiment tous les métiers vont être impactés demain, dans une moindre mesure, plus ou moins faiblement, plus ou moins rapidement, mais ça va clairement changer beaucoup de choses dans la manière dont on va travailler dans l'avenir. De là à savoir combien de métiers ça va faire disparaître, combien d'emplois ça va créer, est-ce qu'on va tous être remplacés par la machine, etc.
Beaucoup d'études, c'est un peu la foire aux chiffres, c'est une technologie qui est encore très récente, on commence à peine à en mesurer les résultats. On voit quand même les organisations plutôt essayer de s'emparer de ce sujet-là et de voir comment ils peuvent le mettre au service de leur entreprise, mais c'est encore un sujet plutôt balbutiant, mais c'est clair que c'est la technologie qui va avoir un impact et qui est déjà connue aujourd'hui, qui est déjà là, mais qui va s'accélérer. Très bien. Et alors, vous m'aviez expliqué aussi en préparant cette émission qu'on parlait donc dans ce choc d'intelligence artificielle, bien entendu, d'automatisation, mais aussi de robotique. Tout à fait. C'est aussi, alors la robotique c'est pareil, c'est pas nouveau. On connaît tous les robots sur un pied, avec un bras articulé qui serre des boulons dans une chaîne de montage automobile. On a tous vu ça, on connaît tous ça. Aujourd'hui, simplement, les robots ils sont en train de sortir des usines. Aujourd'hui, ils ont plutôt 2 bras, 2 jambes. En tout cas, ils ont une capacité à se déplacer. Donc, ils ne sont plus simplement dans une sphère industrielle. On les amène plutôt maintenant à l'extérieur. Donc, nous, on l'a mis dans notre tendance plutôt en se demandant est-ce que demain, nous aurons des collègues robots. Certains secteurs d'activité ont déjà des collègues robots aujourd'hui. On commence à en trouver beaucoup dans les métiers de la santé. Et donc, on revient à notre tendance sur le vieillissement de la population. Quand on n'a pas le nombre de personnel suffisant dans les EHPAD et dans les hôpitaux, et ben, du coup, il y a déjà aujourd'hui un certain nombre de robots qui viennent compléter le manque de compétences ou qui viennent aussi accompagner la pénibilité de certains métiers. Donc, je crois que c'est le CHU de Lille qui a un robot qui lui-même fait la remontée des médicaments et des analyses dans les étages pour éviter que ce soit les soignants ou les médecins, les étudiants qui fassent les trajets, qui perdent du temps pour pouvoir davantage se concentrer à la relation avec le malade et aux soins, qui est le cœur du métier. On voit, et j'ai vu à Vivatech la semaine dernière, des exosquelettes qui viennent aider des aides-soignants pour pouvoir soulever des malades, donc pouvoir compenser. On voit des robots aujourd'hui qui viennent distribuer des médicaments avec des petits plateaux, des repas à boire, etc., là où on manque de compétences. On commence à avoir beaucoup de robotique dans la restauration, qui est aussi un secteur d'activité qui manque énormément de bras. Ça, on l'a connu depuis le Covid. Alors, un peu moins en France. Ça commence à arriver. On a quelques restaurants en France où on commence à voir arriver, entre autres, un petit robot qui s'appelle Plateau. D'accord, mais c'est pas un peu gadget, si je puis me permettre? Non, ça semble aujourd'hui. Ça ressemble. Alors, ça semble aujourd'hui, mais en fait, non, ça accompagne beaucoup la pénibilité des métiers. Et ça permet surtout de pouvoir redonner aussi une valeur à certains métiers. Quand il est pénible, 10 heures dans la journée, d'amener des plats, de débarrasser des tables, et qu'on piétine et qu'on fait énormément de kilomètres, bah, du coup, il y a moins de gens qui veulent aller travailler dans ce secteur d'activité. Oui. Donc, du coup, ces entreprises-là, elles ont énormément de mal à recruter. Si une partie de la pénibilité, elle est redéposée vers les robots, et ben du coup, pareil. Moi, je me concentre dans mon métier en tant que serveur, à l'accueil, au bien-être des personnes qui viennent dîner ou déjeuner dans mon restaurant. Donc, on déporte quand même une partie sur la robotique. On le voit beaucoup alors au Japon, bien évidemment. Il y a énormément de robots. On commence à en voir aux États-Unis. On en voit dans la sécurité aussi. La ville de New York a développé des robots sur les quais de métro la nuit qui vont filmer avec des boutons d'alerte si jamais il se passe quelque chose. Parce que, pareil, pas suffisamment de personnel. Donc, on voit que la robotique, petit à petit, elle s'insinue dans nos pratiques. Est-ce que demain, elles feront, dans les entreprises, est-ce qu'on aura des robots qui feront nos pots de départ? Peut-être. Je renvoie toujours à la littérature d'Isaac Asimov, sa série Les robots, et ce magnifique livre qui a fait une très belle adaptation qui s'appelle L'homme bicentenaire, avec ce robot qui aussi vient dans nos univers personnels. Et d'ailleurs, l'INRS dit aussi, dans une de ses études prospectives, qu'il faut s'attendre à, dès 2030, à voir arriver des robots dans nos univers professionnels, mais aussi dans nos univers personnels. Et on commence à avoir quelques exemples, effectivement, de ces robots qu'on pourrait croiser demain matin dans notre cuisine. Très bien. Je vous propose de passer au 4e choc, qui est le travail transformé. L'idée alors, c'est que le travail change de forme, que sa place dans la vie des personnes change. De quoi est-ce qu'il s'agit dans ce choc-là? On a regardé là plutôt l'aspect sociétal du travail. Est-ce que le travail avait connu lui aussi dans la façon de travailler des mutations et ces mutations, comment elles pourraient perdurer dans le temps? Il y a un phénomène dans le travail qu'on a tous connu, c'est celui du Covid. On a tous été enfermés chez nous, on s'est tous posé la question de à quoi sert mon job, je ne suis pas en première ligne.
Ça a relativisé la place du travail dans la vie des Français. Ça nous a beaucoup questionné et ça a renvoyé beaucoup autour de la sphère familiale, de la sphère relationnelle. C'est vraiment un marqueur très important du travail. C'est cette place qui a régressé. Alors, je ne parle pas de la valeur travail, je ne parle pas de l'engagement au travail. Ce sont des choses et des notions complètement différentes. Là, c'est vraiment la place. Il y a un chiffre très marquant, c'est la Fondation Jean Jaurès, qui, en 1990, avait posé la question à des Français salariés pour leur demander est-ce que le travail était important, plus important, très important. Ils étaient 60% à répondre que le travail était très important. Quand on a reposé la même question en 2024, donc toujours la Fondation Jean Jaurès, ce chiffre est descendu à 21%. Donc la place du travail, elle a régressé. Elle est aussi aujourd'hui aussi importante que la sphère familiale, la sphère relationnelle et la sphère de loisirs. Donc on a une place différente. Ça, c'est vraiment un phénomène qui était peut-être en émergence en fait aussi avant le Covid, mais qui l'a fait complètement exploser. Ça l'a révélé en réalité. Ça l'a complètement révélé. Le Covid n'a rien créé comme tendance. Il a simplement fait exploser, comme le travail hybride. Ça a fait exploser le travail hybride parce que contraint et forcé. Le travail à distance a finalement explosé aussi. Ça n'existait que très peu avant. Donc ça a révélé, ça a mis en avant des tendances qui étaient déjà existantes. Voilà. Il y a un autre élément qu'on a regardé aussi, et ça c'est dans la littérature, ça nous a vraiment marqué, c'est la fin de la notion de carrière. On ne fait aujourd'hui plus carrière. Alors, on avait de moins en moins de carrières très linéaires dans lesquelles on rentrait dans une entreprise, on est resté 35-40 ans. Il reste encore aujourd'hui des exemples, mais de moins en moins. On voit aujourd'hui cette fragmentation de ce triptyque qu'on connaissait, qui était très habituel, qui était études, CDI, retraite, qui est complètement en train de voler en éclats aussi. On voit aussi un refus du CDI de la part de la jeune génération, ce qu'on appelle la Gen Z. On aime bien faire des catégories, donc la Gen Z, qui est une génération très particulière, qui a une vraie fracture par rapport aux générations précédentes, parce que c'est aussi la génération Covid. C'est une génération qui a connu, qui a été enfermée en fait chez elle au moment de la première envol, premier petit boulot, peu de première vie à deux, premier envol amoureux, etc. On a fermé le pays, on a renvoyé ces jeunes dans la sphère familiale, chez papa-maman. Et donc, du coup, ça a vraiment créé complètement une fracture, une manière de se dire, au moment où je vais commencer à travailler et rentrer dans le milieu professionnel, bah, tout à coup, je me retrouve en fait complètement à l'inverse, renvoyé. Ça rebat complètement les cartes. Ça a rebattu complètement les cartes sur cette génération-là. Donc elle est plutôt effectivement dans une notion aussi qu'on a vu émerger entre le travail utilitaire et le travail utile. Là aussi, c'est une polarisation qu'on a constatée. Travail utilitaire qui est plutôt j'ai un job, je gagne de l'argent, cet argent me sert à faire autre chose dans ma vie, loisirs, famille. Voilà. De l'autre côté, plutôt une relation du travail utile. J'ai un travail qui a un impact sur la société, qui a un impact sur le bien commun. C'est un métier qu'on va retrouver dans les métiers du soin, les métiers de l'enseignement, les métiers de formateur, les métiers d'accompagnement, plutôt. Mais je peux avoir un travail utilitaire d'un côté pour me permettre à faire un travail utile de l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, mais on voit quand même ce changement. On voit beaucoup aussi de montée de contrats courts, beaucoup aussi de montée de l'auto-entrepreneuriat, qui correspond beaucoup aux valeurs aussi des jeunes, autonomie, responsabilité. Voilà, c'est une génération aussi qui a, mais ça on le constate et ça perle aussi sur les autres générations, c'est beaucoup de refus de management. Très compliqué dans les organisations. Voilà, c'est aussi les organisations où aujourd'hui 3, voire 4, bientôt 5 générations dans leur structure, avec 3 à 4 façons de travailler, des mindsets qui ne sont pas les mêmes, des moods qui ne sont pas les mêmes, des horaires qui ne sont plus les mêmes, des demandes qui ne sont plus les mêmes. Et c'est comme ça qu'on voit arriver ce petit phénomène, c'est plutôt un signal faible, mais qui commence à monter, qui est celui de la montée de l'individualité. Alors, ce n'est pas de l'individualisme, hein, c'est vraiment de l'individualité. C'est le fait que dans les entreprises, on ait beaucoup personnalisé les choses. On personnalise le télétravail, le travail hybride, la rémunération, la formation, tout est un petit peu à la carte. Ça accentue ce phénomène, mais qui est vraiment un phénomène sociétal, mais qui du coup se dépeint aussi dans l'entreprise complètement. De ce besoin et cette envie d'être reconnu comme un individu à part entière. Dans un collectif, mais soi-même, avec sa situation personnelle. Exactement. Je suis unique. On le voit à travers un marqueur particulier, c'est celui des prénoms. Moi, j'ai un prénom extrêmement générationnel. Hein. Isabelle, Valérie, Sandrine, c'est des prénoms qui étaient donnés massivement à des générations. Aujourd'hui, le prénom le plus donné aux petites filles en 2025,
c'est Louise. Ce prénom, c'est 0,25% des naissances. Et c'est celui qui est le plus donné. Tous les autres prénoms sont des prénoms qui sont soit orthographiés différemment, soit des prénoms culturels, organisés, générationnels, donc complètement différents. Et ça marque effectivement l'idée de se dire, mon prénom est aussi un marqueur du fait que je suis différent des autres et je veux qu'on reconnaisse ma différence et aussi dans l'organisation, qui est compliqué pour les entreprises. Hein. Plusieurs générations, une montée de l'individualité, le travail hybride, des revendications de sens, d'autonomie, etc. Alors que l'entreprise, par définition, c'est un collectif. C'est un collectif. C'est aussi pour ça qu'on commence à avoir quelques entreprises aujourd'hui qui commencent en France à revenir sur le télétravail, justement pour faire revenir les gens au bureau, recréer ce collectif, recréer, je le disais ce matin, de la créativité, de l'informel, qu'on perd un petit peu. Même si aujourd'hui, le télétravail, c'est quelque chose qui s'est installé plutôt comme un mode de vie, plutôt que comme un mode de travail. Très bien. Alors, je crois que nous avons terminé sur ces 4 grands chocs qui sont d'ailleurs consignés dans un book détaillé que nous mettrons à disposition sur le site du Lab très prochainement dans la page qui vous permettra de voir le replay. Le book sera disponible en version numérique, donc vous pourrez aller compulser les détails de cette étude. Alors, je vous propose de passer très rapidement, peut-être faire un petit zoom sur la façon dont ces chocs ont pu être mis en scène au travers de 3 archétypes de travailleurs que vous avez projetés dans cet avenir 2030 et quelques. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots rapidement ? Oui. Alors, on a effectivement, nous, essayé d'imaginer à l'horizon 2030 comment l'ensemble de ces mutations pourrait impacter la façon de travailler, des situations de travail. Donc, on a créé des personnages, on en a 3 aujourd'hui, mais on en avait créé d'autres l'année dernière. Je vais vous donner un exemple, c'est le personnage de Surya. Surya, on a imaginé qu'elle était réfugiée climatique, puisque Surya, on l'a imaginée indonésienne. Il faut savoir aujourd'hui que l'Indonésie est le premier pays à changer la place de sa capitale, puisque Jakarta s'enfonce dans l'eau, et donc la capitale est en train de bouger à Nusantara. Et elle raconte dans l'imaginaire qu'on lui a donné. Donc c'est complètement créé, on a fait du design fiction. On a imaginé effectivement être obligé de quitter Nusantara à cause de la pollution. Et donc elle vient avec son diplôme d'ingénieur en France, elle vient s'installer au Puy-en-Velay, dans des lieux qu'on a imaginés, recréés face à montée de l'urbanisation, pour continuer à garder de l'emploi du travail dans les régions et donc donner du dynamisme aux régions. Et donc, elle vient en France comme ingénieure et inspectrice en frugalité. Et donc, elle est certifiée par l'ANIF, l'Agence nationale pour l'indice de la frugalité des entreprises. Elle vient auditer des organisations pour leur donner un score de frugalité qui est devenu obligatoire en 2029. Et elle accompagne les entreprises si leur score n'est pas suffisamment bon pour pouvoir les accompagner à avoir un impact moins important sur le climat et de consommation d'énergie et donc pouvoir afficher un score qui les rend effectivement du coup désirables et qui sont attractifs tout à fait, tant pour les collaborateurs que pour leurs activités commerciales. Alors très bien, c'est vrai que ça fait la transition donc avec la dernière séquence de cette émission. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous pouvez poser vos questions dans le chat de l'émission. Et Isabelle pourra y répondre. J'allais dire, on se fera un plaisir d'y répondre, mais c'est surtout Isabelle qui pourra prendre la parole. Justement, ces archétypes. Alors nous, effectivement, avec l'équipe du Lab, on a eu la chance de venir visiter l'exposition qui est donc en place au siège de l'APEC. Cette dernière séquence, c'est sur la poursuite des travaux. Donc, on a effectivement évoqué en début d'émission que ce sont des travaux que vous continuez en fait de faire évoluer. La prospective, c'est une démarche de long cours. Et donc, comment est-ce que vous envisagez la suite ? Donc, cette exposition est visible au site de l'APEC. Est-ce que vous avez des éditions prévues, d'autres formats comment ça se passe là quels sont vos projets à court moyen terme? Alors, notre exposition, effectivement, elle est présente au siège à Brune, à Paris, jusqu'à fin novembre. Et puis, elle va connaître un moment d'itinérance en 2026. On est d'ailleurs à la recherche de lieux d'accueil pour notre exposition, parce que, pour tout vous dire, notre siège rentrant en travaux
Voilà, on va essayer de la proposer chez des partenaires sur Paris pour pouvoir continuer dans ce travail de mission de service public, de pouvoir continuer à alimenter les entreprises, les faire réfléchir, recevoir des équipes RH, recevoir des cadres, recevoir des groupes de collaborateurs pour les amener à réfléchir, des groupes de managers aussi pour montrer comment le management aussi il est impacté par ça, donc dans toutes les postures d'entreprise et postures de travail. On a toujours une version qui tourne effectivement en région, beaucoup dans notre direction régionale, mais aussi sur plein d'événements qui permettent effectivement de pouvoir aller appréhender et qui sont animés par nos consultants, avec des moments de visite, des moments d'échange aussi, pour essayer chaque fois de se poser la question de ce que vous allez faire vous l'année prochaine. Alors dans un travail peut-être plus léger de prospective nous chaque fois, mais c'est d'amener chaque visiteur, donc chaque organisation, à se dire finalement quels impacts ça va avoir dans mon métier, moi, dans mon service, dans mon organisation, et comment je dois conscientiser chacun de ces éléments pour pouvoir les anticiper au plus vite. Et puis ces tendances qu'on va continuer à faire aussi dans le travail de prospective, c'est regarder comment elles évoluent. On a des derniers chiffres là sur justement les seniors en entreprise. On va aussi essayer de regarder aussi d'autres pays, comment d'autres pays abordent aussi la seniorité dans le travail. On regarde aussi bien évidemment l'intelligence artificielle générative, donc cet impact, mais comment il va se continuer à se développer. On commence à avoir des notions qui commencent à arriver là, entre autres autour de l'anthropomorphisation, et donc les conséquences que ça peut avoir, conséquences dans le travail, mais aussi conséquences cognitives qu'on commence à mesurer, à toucher dans pas mal d'études, entre autres outre-Atlantique, et puis toujours sur l'impact climatique, et puis voir si sociétalement aussi, il y a des choses qui continuent à bouger, peut-être que des choses qu'on ne mettra plus en avant dans 6-8 mois. Qui vont un petit peu s'éteindre, et puis d'autres choses vont émerger. Qui vont émerger, d'autres populations qui vont arriver aussi sur le marché du travail. On va essayer de continuer, et c'est tout le côté fantastique de la prospective, c'est que c'est tout le temps en mouvement. Voilà, mais quand même, je voulais aussi peut-être, je ne l'ai pas précisé en début d'émission, mais voilà, sur la prospective, on ne vous demande pas de lire dans une boule de cristal et vous n'êtes pas là pour prédire l'avenir, qu'on soit bien clair. Tout à fait. J'ai souvent tendance à dire, quand effectivement les gens viennent visiter l'exposition, en disant vous allez arriver avec plein de questions, vous allez repartir avec plein d'autres, mais je vais ne vous apporter aucune réponse. Voilà. Puisque la prospective n'est pas là pour amener des réponses, elle est là pour dessiner des futurs possibles. Donc on fait des scénarios, c'est ce qu'on a fait avec par exemple Surya, en se disant on va amener à montrer qu'il peut y avoir des scénarios. Donc souvent en prospective on fait un scénario très utopique, plutôt dystopique, et puis plusieurs scénarios au milieu. En tout cas, ce qu'on veut montrer, c'est que la conjonction de l'ensemble de ces tendances, et c'est ça qui est intéressant dans ce travail-là, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que tout est systémique. On voit que la démographie a un impact sur les organisations, mais la robotique aussi. Le climat va avoir aussi tout ce mélange. Ces 4 chocs ne sont pas des silos. Non, sont pas des évidemment un réseau finalement qui communique. Qui communique et qui s'entrechoque, voilà. Qui peut s'entrechoquer aussi à des moments. Et j'ai parfois des organisations qui me demandent, disant, mais par lequel choc il faut commencer ? J'ai dit, malheureusement, les 4 sont en train d'avancer massivement les uns les autres. Donc, il faut aujourd'hui, dans les organisations, appréhender les 4, parce qu'on ne peut plus traiter les choses différemment les unes des autres. Alors, plus ou moins dans certaines organisations, quand on est une organisation plus vieillissante, on a moins cette question-là. Mais le climat, le numérique et l'intelligence artificielle, c'est clair que ça, c'est des sujets sur lesquels il faut effectivement assez vite agir. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Isabelle pour toute cette présentation. J'aurais quand même une question pour vous. Vous présentez des constats, des projections sur base de sources multiples, très diverses. Vous en avez parlé, et d'ailleurs elles sont citées au début du book. C'est vraiment extrêmement riche. Mais vous ne faites pas de recommandations finalement. Non, c'est pas notre ADN, c'est pas le travail de la prospective non plus. Alors nous, au sein de la prospective, on va pas faire de recommandations, on met plutôt en exergue cet aspect tendanciel pour démontrer. Après, dans notre réseau de consultants, bien évidemment, parce que eux s'emparent aussi de ces travaux dans le conseil qu'ils vont délivrer à nos publics cadres, jeunes diplômés et recruteurs, eux effectivement peuvent plutôt accompagner les entreprises justement dans la gestion de leur pyramide des âges, même si nous on est plutôt centré recrutement. Mais dans le recrutement, ça va leur poser des questions autour de la marque employeur, l'impact de la marque employeur, comment la TR2E aujourd'hui finalement elle arrive encore
à se situer dans la marque employeur alors qu'on est plutôt dans une récession écologique. Comment dans les entreprises, l'impact de l'intelligence aussi sur le recrutement, parce qu'aujourd'hui, faire un CV, une lettre de motivation, ChatGPT le fait très bien en 30 secondes, là où pour certains publics, c'était moins accessible parce qu'on n'avait pas l'habitude, les codes de le faire. Donc ça change quand même beaucoup de choses. Ça automatise, il y a de l'algorithmie un petit peu partout. Donc dans le recrutement, ça change quand même beaucoup de choses, l'intelligence générative. Donc on conseille aussi les entreprises, on les amène à se poser des questions sur comment l'utiliser aussi en termes RH. Comment rédiger une offre d'emploi avec une intelligence artificielle générative. Donc là, on voit tout de suite l'impact sur les métiers de recruteurs et donc sur une partie des métiers-là, mais comment l'automatisation aussi, elle peut engendrer au sein d'une organisation une réflexion à avoir sur des changements de métier dans l'avenir, puisqu'on ne travaillera plus en 2030, en 2035, comme on travaille aujourd'hui. Très bien, merci. Et alors, j'ai également une question un peu intéressée, puisqu'en fait, vous êtes responsable de la prospective. Il me semble quand même que c'est un service, en tout cas une organisation qui est assez récente, enfin qui est concomitante à la mise en place de cette étude. Comment est-ce que la prospective peut nourrir l'innovation? Comment tout ça s'articule, en tout cas dans votre organisation à l'APEC? Alors, justement, nous, la prospective, elle fait partie de la direction de la stratégie, de l'innovation et du digital. Donc, vous voyez, l'innovation, elle est au cœur de notre direction. Oui. L'activité de prospective et ce travail prospectif, il vient complètement irriguer au cœur de l'innovation, puisqu'elle vient un peu comme un support, finalement, pour montrer les changements, montrer les mutations et de se dire maintenant comment on peut innover pour s'adapter. Oui. Puisque l'idée maintenant, c'est de s'adapter à ces changements. Ils sont là, ils sont existants, ils sont très présents. Il va falloir maintenant savoir comment je m'en empare, comment je les modifie, ou en tout cas comment je modifie mon organisation. Donc c'est un socle, en fait, complet à l'innovation pour se dire cet état de fait, je dois le prendre en compte et comment je peux construire dessus, comment je peux bâtir de l'innovation qui me permette de m'adapter à ces changements-là, que ce soit avec de l'intelligence générative, mais que ce soit s'adapter au climat aussi demain. Et on a beaucoup de startups, donc on accompagne aussi beaucoup dans des programmes. On a un programme qui s'appelle APEC Startup Shaker, qui permet à des porteurs de projets RH, startups, de venir pitcher, et on les accompagne à la création au développement de leur startup. Et donc ils viennent nous présenter leur activité, ce qu'ils viennent faire, et nous on l'analyse aussi au regard des changements qu'on voit pour les amener finalement aussi à voir que tous ces 15 tendances, ces 4 chocs, leur montrer que oui, ça va avoir un impact, ou en tout cas essayer de les amener à rediriger ou à réfléchir aussi à leur projet de start-up pour se dire finalement c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, parce que le sens du vent, il est comme ça et il est là. Donc vous voyez que ça accompagne aussi, et en interne à l'APEC, mais aussi dans des programmes, et entre autres dans ce programme APEC Startup Shaker, pour les guider. Finalement, demain, on ne fait pas d'injonction, on essaie juste de les guider en disant on a fait du travail de prospective, on vous le met à disposition, emparez-vous-en pour justement bâtir votre nouvelle société sur quelque chose qui va bouger et ne pas être sur des sables mouvants. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que nous arrivons au terme de cette émission. Merci à tous pour votre participation, votre intérêt. Un grand merci Isabelle d'être venue présenter ces travaux. Donc, les travaux seront également disponibles, comme je vous le disais, en book digital sur la page du replay sur le site du Lab de la Sécurité sociale. Merci à toute l'équipe du Lab pour la préparation de cette émission. Et puis, c'était la dernière émission Rendez-vous du Lab de ce premier semestre avant l'été. Donc, je vous souhaite à tous un très bel été. N'hésitez pas à répondre au questionnaire de satisfaction qui vous est envoyé dans la conversation. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain Rendez-vous du Lab.